concept de société civile s'est imposé dans le débat politique dans le monde arabe. Et en second temps, je vais parler de l'expérience du dialogue national en Tunisie. Il est très important de faire un recul historique pour voir que début des années 60-70, au début, au moment des indépendances, on ne parlait pas de société civile. La priorité à l'époque était la construction d'État. Donc, dans les doctrines des mondialistes, que ce soit en Afrique ou dans le monde arabe, la focale était sur comment on va construire des États forts qui vont assurer l'intégration nationale. Et là, on a deux perspectives. La perspective moderniste, comment sortir des communautés réputées traditionnelles à un État moderne tel qu'il est montré par les États occidentaux. Et évidemment, il y a beaucoup de critiques sur cette conception-là. Il y a aussi la perspective plus marxiste, et là on s'intéresse aux enjeux des classes sociales dans l'intégration nationale. Dans les années 80, et avec l'essor de l'idéologie néolibérale, on a relégué, il y a un ensemble de facteurs qui ont fait que la priorité accordée à l'État a été reléguée au second plan. Il y a la crise de l'aide publique en Afrique et aussi dans le monde arabe, il y a la crise pétrolière dans les années 70, et puis il y a les mouvements de démocratisation dans l'Europe de l'Est qui ont ravivé l'intérêt pour un concept qui est très ancien. Le concept de la société civile, c'est un concept grec à la base. Et on a commencé à reparler de la société civile et de son rôle, surtout dans la démocratisation de ces sociétés-là. La société civile aussi, il y a deux manières aussi d'aborder la société civile. Il y a quand on entend les militants parler de société civile, il y a aussi deux conceptions concurrentes de société civile. Il y a la conception plutôt gramscienne, où la société civile, c'est la reine où domine, c'est la reine de l'hégémonie culturelle et politique, et donc de facto, c'est le lieu de l'action révolutionnaire. Et il y a la perspective plutôt d'Alexis Tocqueville, où on conçoit la société civile en tant qu'ensemble d'associations autonomes qui ont un rôle particulier, qui est de protéger les citoyens contre la tyrannie de l'État, et aussi une mission très importante qui est l'éducation civique des citoyens. C'est cette conception tocquevillienne qui tend à s'imposer dans le débat un peu partout, et notamment en Tunisie. Alors, le problème avec cette vision de cette conception de la société civile, c'est qu'elle tend à reléguer au second plan toutes les associations ou tous les groupements informels, toutes les associations, par exemple, à tendance religieuse ou ethnique, et on concentre et on focalise le regard uniquement sur les formes de mobilisation instituées et qui focalisent plutôt sur les libertés individuelles. Par exemple, le soutien international, on le voit au niveau du soutien international des ONG, on va donner la priorité au mouvement d'émancipation des femmes, par exemple, elle va soutenir les ligues des droits de l'homme un peu partout dans le monde arabe, et la focale, c'est la focale sur les libertés individuelles. Donc le problème, encore une fois, et j'insiste là-dessus, c'est que ça crée une myopie sur d'autres dynamiques. Par exemple, si on prend le cas tunisien, on peut prendre le phénomène salafiste comme une forme différente de défiance à l'égard du pouvoir, ou de défiance à l'égard de la classe politique. Le phénomène salafiste, par exemple, n'est pas considéré, enfin les salafistes ne sont pas considérés acteurs de la société civile. Donc, d'où la conception un peu respective de la société civile. Maintenant, donc ça c'est placer le décor. Si on s'intéresse au dialogue national en Tunisie, donc je n'ai pas assez de temps, je vais essayer d'être brève. Le dialogue national, ça a été cité, ça a été dit tout au long de cette journée. Le mérite du dialogue national ou de l'action de la société civile, et là encore une fois, on a quelques acteurs, la Ligue des droits de l'homme, le GTT, l'ordre des avocats, les partis classiques, les partis politiques, ont joué un rôle fondamental dans la mise en place d'un consensus. Alors, ce consensus a été vanté à l'époque comme la solution qui nous a permis d'éviter le scénario égyptien réel où
fantasme, hein, ça c'est un autre débat, mais ce consensus et ce dialogue national a été très critiqué par d'autres acteurs. Par exemple, si je prends l'Union des diplômés chômeurs, qui voient qu'ils ont été exclus de ce dialogue national et ils qualifient ce dialogue national de consensus de classe. Bon, on a l'UGTT qui forme un front uni avec l'UFTICA, avec bien évidemment les autres acteurs sociaux. On a réussi à trouver un consensus politique. La priorité a été donnée au calendrier politique, au dépend, encore une fois, de la question sociale. Et ça, on l'a vu pendant la lutte contre l'ANI, la problématique dominante, même si on parle de question sociale, la problématique dominante, elle était une problématique politique de liberté individuelle d'abord. Il y a eu un petit sursaut au niveau de la révolution, parce qu'il y a certains acteurs qui disent on n'a pas vu venir la révolution, et il y a eu une petite remise en question à l'époque pour dire on va réhabiliter, on va remettre au centre de notre intérêt la question sociale, mais très vite, le conflit autour du pouvoir a encore une fois focalisé l'attention sur le calendrier politique aux dépens de la question sociale. Mais cet automatisme de répétition, encore une fois, il a permis de trouver un consensus entre l'ancienne élite, parce qu'il y a encore là l'ancienne élite au pouvoir, et la nouvelle élite issue des urnes, je parle ici de la TOC, il y a eu un consensus de à ce dialogue national. Force est de constater que ce consensus-là s'est fait encore une fois au dépens des dynamiques sociales. Alors maintenant, il y a plein de choses à dire, mais je vais utiliser l'exemple de l'UGTT qui est très intéressant. Les acteurs de la société civile en Tunisie ou partout se disent dépositaires d'un contre-pouvoir. Et au fait, on a une spécificité tunisienne, on n'a pas d'un contre-pouvoir au sens classique du terme. Les acteurs sociaux, et notamment si je prends l'exemple du GTT, c'est un contre-pouvoir original. Ils se disent plutôt force d'équilibre. Force d'équilibre, donc c'est une force qui est là pour réguler les conflits entre les différents acteurs de la société politique. L'UGTT, c'est assez intéressant parce que pendant le gouvernement de la Troïka, quand vous regardez le fonctionnement de l'UGTT, on voit sur un plan médiatique une opposition frontale entre la Troïka et notamment Nahda et l'UGTT, et ça a pris la forme de mobilisation sociale et vous avez le souvenir de ce qui s'est passé pendant le gouvernement de Troïka, je ne vais pas revenir là-dessus. Et en même temps, il y a eu des négociations sectorielles importantes et le gouvernement de la Troïka a cédé sur, en termes d'augmentation salariale et d'acquis sociaux, je pense que le gouvernement de la Troïka a cédé, c'est un nombre record en termes d'accords négociés avec la centrale syndicale. Maintenant, je reviens à l'UGT. L'UGTT, pendant cette période-là, ça veut dire quoi la force d'équilibre? C'est qu'elle négociait. D'un côté, il fallait satisfaire les couches moyennes organisées, les membres de l'UGTT, en leur accordant des augmentations salariales, et en même temps, c'est la seule manière de peser dans le débat politique en Tunisie. Et de facto, ils étaient un acteur clé dans la construction, dans l'issue, dans la mise en place du dialogue national. Cela s'est fait, par exemple, et ça c'est assez intéressant, au dépens, par exemple, de la question du chômage, au dépens de la mobilisation contre la privatisation du service public. Par exemple, les diplômés chômeurs, lors de mon enquête, me disent nous, on est soutenus par le GTT, mais on sent qu'on est la chair à canon. C'est-à-dire, quand il y a des mobilisations sociales, on est là, on soutient le GTT, mais lorsqu'il s'agit de négocier les dossiers relatifs à la caisse sociale, à la caisse chômage, nous, on est exclus du débat. Donc, tout ça pour dire que ce schisme savamment ou inconsciemment construit entre les enjeux politiques censés être prioritaires aux dépens des questions sociales peut être problématique dans le futur parce qu'il y a une absence totale. Le consensus est intéressant et encore une fois salutaire, mais il s'est fait sans projet politique, sans projet social et économique viable. Et je pense que c'est l'enjeu à la fois des acteurs
de la société civile organisée et les autres. Un autre point qui me paraît fondamental, et avec le terrorisme depuis tout à l'heure, tout le monde condamne le terrorisme, et je condamne aussi le terrorisme, et on va tous refuser ce qui se passe, mais il y a quand même quelque chose d'assez frappant. Et je rappelle un moment assez extraordinaire. Au moment où l'élite politique tunisienne signait la constitution ou était contente à Tunis de l'union nationale, à Sidi Bouzid, les habitants de Sidi Bouzid refusaient, pendant la commémoration de la révolution tunisienne, refusaient de recevoir les politiques tunisiens. Donc ça en dit long sur la fracture entre la sphère sociale et la sphère politique. Et le terrorisme, pour moi, la crise du terrorisme maintenant, il est présenté dans les médias et par les hommes politiques comme une crise intellectuelle, une crise de la théologie musulmane. Pour moi, elle est fondamentalement une crise sociale. Et il est impératif, à mon sens, de revenir aux enjeux sociaux et puis d'essayer de discerner les dynamiques réelles qui peuvent... J'ai parlé du phénomène salafiste, comme je peux parler, par exemple, des nouvelles formes associatives. On trouve, par exemple, des associations d'entrepreneurs, de nouvelles organisations syndicales, et c'est c'est urgent pour moi de regarder toutes les formes de défiance au pouvoir pour être capable de construire une alternative politique et sociale viable. Et je finirai par faire une petite parenthèse. Par exemple, quand on regarde le discours de Béjota Exception, le discours de Morsi Mazour post-Bagdo, c'est assez impressionnant comment le débat a été systématiquement transposé sur l'importance de faire des réformes structurelles, à savoir accélérer la privatisation du service public. On oublie tous les dossiers et on oublie la justice transitionnelle et on fait comme si rien ne s'était passé. Et encore une fois, et là il y a des Européens avec nous, les accords par exemple euro-méditerranéens, il y a eu plein de bilans critiques sur ces accords euro-med. Les mots de l'économie tunisienne viennent en grande partie des dysfonctionnements structurels liés au pacte entre l'élite européenne et l'élite tunisienne. Il est indispensable, encore une fois, de s'arrêter un peu, de faire un vrai bilan critique si on a envie de lutter contre le phénomène du terrorisme, parce qu'apparemment il n'y a que le terrorisme qui va faire bouger les choses, et j'espère qu'il va bouger les choses de la bonne manière. Merci pour votre attention.